Bonjour, mon nom est Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est Robert Kiyosaki, l'entrepreneur, éducateur et investisseur, mieux connu comme étant l'auteur de Père riche, Père pauvre, le meilleur livre de finances personnelles de tous les temps. Vous avez changé la façon dont 10 millions de personnes à travers le monde voient l'argent et vous êtes devenu un avocat au franc-parler qui défend l'éducation financière passionnément. Je suis avec vous à Scottsdale, en Arizona. Robert, bienvenue de nouveau à London Hill. Merci, j'ai apprécié la dernière interview. Hier j'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie. C'était fantastique. Il y avait vous, moi, et Jim Records. Pourquoi était-ce l'un des meilleurs moments de votre vie? Que s'est-il passé hier qui vous fait vous sentir ainsi? Avez-vous déjà vu un enfant jouer au football ou au baseball, ou peu importe le genre de sport? Puis ils vont sur le terrain et ils rencontrent leur héros. Ce pourrait être de rencontrer David Beckham, ou quelqu'un du genre. Pour moi, Jim Records, Prince, et beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui. Ce sont mes héros. Ils étaient les gars sur le terrain, et je me disais, mon Dieu, ils sont tellement intelligents. Ce sont des insiders dans ce monde. Alors, de pouvoir m'asseoir aux côtés de Jim et de travailler sur des projets avec lui me fait me demander. Pourquoi suis-je ici? C'est un peu comme si David Beckham et moi jouions au foot ensemble. Ce n'est pas censé être possible. Donc, se retrouver tous ensemble, Jim Records, moi et vous. Ce n'est pas censé arriver. C'est impossible. Mais les rêves deviennent réalité. Vous avez toujours pensé que vous étiez l'outsider, et maintenant vous côtoyez entre guillemets les insiders, et vous vous accordez sur tout avec eux. C'est vrai. Nombreux sont ceux qui reçoivent des conseils financiers provenant d'outsiders, si vous connaissez peut-être un planificateur financier, un agent de change ou un courtier immobilier. Mais ils ne sont pas au centre de l'affaire. Et l'une des raisons pour laquelle j'aime être un entrepreneur et un investisseur immobilier, c'est que je suis toujours au centre de la transaction. Je connais le contrat. Je fais partie de l'affaire. Mais la personne moyenne qui achète des actions, des obligations, des fonds mutuels, des TEF et qui économise de l'argent, ce sont des outsiders. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il se passe entre eux et le vrai monde du marché. Donc concernant Jim Records et Nomi Prince, Jim s'occupait de la gestion du capital à long terme de la CIA, du Pentagone. Il était au cœur de ce qui se passe avec l'argent. Nomi Prince était Salomon, Lehman Brothers et Goldman Sachs. Ce sont des insiders. Et j'étais ce gars à part, de l'extérieur, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Vous savez, comment l'un de ces magiciens s'y prend, comment fait-il pour tirer toutes ces ficelles et tout le reste, et nous sommes à l'extérieur en train de sautiller et faire ce qu'ils nous disent. Vous devriez économiser de l'argent. Ok, je vais économiser de l'argent. Vous devriez acheter des actions. Ok, je vais acheter des actions. Vous devriez investir dans ceci. Ok, je vais investir. Je savais qu'il y avait un magicien derrière ça et je voulais savoir qui c'est. Jim et les autres sont ceux qui se rapprochent le plus du magicien. Comment un enfant pauvre de 9 ans habitant à Hawaï se rend jusque-là? Beaucoup de gens considéreraient que j'étais pauvre, mais je venais d'une famille qui avait une attitude de pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. Car riche, pauvre, classe moyenne et pauvreté commencent avec une attitude fondamentale. J'étais donc à Hawaï à 9 ans, et mon père était un responsable de l'éducation, il avait un doctorat. Un homme très intelligent, un bon gars. À un moment, nous avons déménagé à un autre endroit de la ville et je suis allé dans une école avec des enfants riches. C'est une petite ville nommée Hilo à Hawaï. Vous ne la trouverez pas sur la carte, mais elle existe. C'est une ville dédiée à la plantation de sucre. Donc, quand j'avais 9 ans, je suis allé dans cette école pour enfants riches. J'ai réalisé que j'étais pauvre, mais c'est relatif. Comme je le disais, tout est relatif. Mes camarades de classe étaient principalement caucasiens. Et j'étais l'un des seuls asiatiques de la classe. Leur père travaillait dans une banque, possédait les plantations, les concessions automobiles, des entreprises d'emballage de viande, il possédait des ranchs. Alors je me demandais, comment se fait-il que mon père ne possède pas ces choses? Quand j'avais 9 ans, je levai ma main pour demander à mon professeur de 4e année. Que vais-je apprendre sur l'argent? C'était une femme qui aurait dû prendre sa retraite 50 ans plus tôt. Elle n'en pouvait tellement plus des enfants à ce moment-là. Elle dit alors, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je lui ai dit, quoi, c'est l'école du dimanche ici. J'étais un petit voyou de 9 ans. Elle me répond, nous n'enseignons pas l'argent à l'école. Je lui dis, pourquoi pas? Elle ne pouvait pas répondre et s'est énervée en disant, tais-toi et assieds-toi. Je suis devenu curieux. Pourquoi n'apprenons-nous rien sur l'argent? Elle dit, demande à ton père. C'est mon patron.
Mon père était le responsable de l'éducation. Doctorat et tout le reste. Je rentre chez moi et je lui demande, pourquoi n'apprenons-nous rien sur l'argent à l'école? Il me regarde et me dit, parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner ce sujet. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner ou pas. J'ai trouvé ça étrange, puis j'ai dit. Mais, allons-nous à l'école pour apprendre sur l'argent? Il dit, non. Ton travail, c'est de trouver un travail. Je réponds, mais tu travailles pour gagner de l'argent. Il me dit, non, tu es juste supposé avoir un travail. Je me dis, non, non, non. Est-ce que c'est le rôle d'un travail de gagner de l'argent? Il me dit, exact. Je demande, dans ce cas pourquoi ne pas apprendre sur l'argent? Je peux sauter la partie du travail. Il s'est énervé et me dit, écoute. Pour un Japonais, mon père était très grand. Un homme imposant, un bon gars. Mais il me répondit, si tu veux apprendre sur l'argent, pourquoi ne pas demander au père de ton meilleur ami? Je lui demande. Pourquoi Mike? Il me répond, parce que le père de Mike est un entrepreneur. Je lui dis, et toi? Il me dit, je suis un employé du gouvernement. Ma réaction. Oh, et c'est quoi la différence? C'est la différence, les entrepreneurs doivent connaître l'argent. Sinon ils ne pourront pas rester entrepreneurs. Puis il dit, un employé n'a pas besoin de tout savoir sur l'argent. Car le gouvernement et ma compagnie s'en chargeront. Alors je rigole, mais je suis confus. J'ai appliqué le conseil de mon père et je me suis rendu au bureau du père de Mike. J'ai toqué à sa porte en disant, et je suis là, un gamin de 9 ans, enseigne-moi l'argent. Il me dit, casse-toi gamin. C'est comme ça que l'histoire d'un enfant de père pauvre commença. Et finalement, à force de persistance, mon père riche m'enseigna l'argent, mais à une condition. Et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il me dit, à partir du moment où je te paye, tu penseras comme un employé. C'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. J'avais 9 ans. Et ma tête s'est fendue en deux. Il continue, tu ne voudras jamais un chèque de paye. Comprends bien ça gamin. Je réponds, ok, j'ai compris. Il demande alors, comment faire de l'argent? C'est ce que les entrepreneurs trouvent eux-mêmes. C'est comme un chat qui essaie de chasser sa propre queue. Je lui demande. Alors comment puis-je apprendre sur l'argent? Il sortit un plateau de jeux de Monopoly. Puis j'allais travailler gratuitement en ramassant des mégots de cigarettes dans les hôtels et les restaurants, faire un peu de ménage, des petites tâches, puis en grandissant j'ai fait du travail de bureau, marketing et comptabilité. J'étais un apprenti, mais je travaillais gratuitement. Et il m'enseignerait l'argent. Mais la façon qu'il m'apprenait l'argent, c'était en jouant au Monopoly. Alors un jour j'en ai eu marre et je lui ai demandé, quand vas-tu m'enseigner l'argent? Il me répondit, que crois-tu que nous faisons? On joue au Monopoly. Il dit, non, non, non. Que crois-tu que nous faisons? On joue au Monopoly. Que crois-tu que nous faisons? Je ne sais pas. Je t'enseigne l'argent. Ensuite, pour quand vous avez une maison verte, il dit, il y a beaucoup de formules pour le succès avec l'argent, il y en a des milliers. Mais l'une des meilleures d'entre elles se trouve dans le jeu du Monopoly, de nos jours encore. Quand vous avez 4 maisons vertes, vous obtenez un hôtel rouge. Je lui dis, quoi? Il me répond, l'une des meilleures façons d'acquérir une grande richesse, c'est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. 4 maisons vertes donnent un hôtel rouge. C'est tout ce qu'il y a à savoir? C'est tout. Il dit, que penses-tu que je fais? Je ne sais pas. Il m'a emmené avec lui, et il m'a montré ces maisons vertes. 10 ans plus tard, à l'âge de 19 ans, j'étais à l'école à New York, et je suis revenu à Hawaï. Et Père Riche avait acheté le plus grand terrain, Smack Dab, au milieu de Waikiki Beach. Si vous allez à Waikiki Beach aujourd'hui, vous verrez le Hyatt Regency Hotel. C'était son hôtel. Tout comme le jeu du Monopoly. Tout comme le jeu du Monopoly. Des actifs acquis qui sont devenus de plus grands actifs. C'est ce qu'on appelle un assemblage. Cette propriété n'était pas aussi grande avant. Il a donc dû acheter tous les petits commerces à proximité. Car il était trop petit. Il a donc acheté cette boutique à ce propriétaire, puis cet autre commerce. Ça lui a pris du temps, mais il a finalement assemblé cette grande partie de propriété. Puis lui et Hyatt ont fait construire cet hôtel géant. Il s'est vendu à 800 millions de dollars. Voici comment j'ai appris sur l'argent. C'est grâce au fait qu'il refusait les chèques de paye. Il disait, le moment où vous acceptez un chèque de paye, votre cerveau meurt. Il est acheté et vous êtes juste payé.
Il disait, tant que vous en voulez, vous réfléchirez. C'était un bon enseignant. Aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, et ils me connaissent comme l'auteur de Père riche, Père pauvre, je leur dis que je joue au Monopoly. Je possède des maisons vertes, des grands hôtels, des puits de pétrole, des terrains de golf, des entreprises. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. J'ai réécouté votre livre pendant le vol qui m'a amené ici, je ne l'avais pas écouté depuis environ 6 ans. Et la première fois que j'ai lu Père riche, Père pauvre, je pensais que c'était un livre sur l'argent. Mais quand je l'ai réécouté il y a quelques jours, c'était différent. Je l'ai vu comme un livre sur la peur, sur la connaissance de soi, sur l'état d'esprit. Car vous décrivez ces gens, et ils sont dans leur monde. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils y sont. C'est comme une prison dans leur esprit. Exact. Est-ce ce que vous avez essayé de traverser quand vous avez écrit ce livre? Eh bien, je ne sais pas ce que j'essayais de traverser. En réalité, j'avais créé ce jeu de société nommé Cashflow. Et je ne pouvais pas vendre le jeu. Je devais écrire le manuel d'emploi. Et le manuel que j'ai écrit était Père riche, Père pauvre. Cashflow est sorti en 1996. Et Père riche, Père pauvre est sorti en 97. Le fait est que Cashflow concerne la comptabilité. Père riche, Père pauvre est un livre sur la comptabilité. Revenus, bilan, trésorerie. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des cours de comptabilité, mais il n'y a rien de plus ennuyeux que la comptabilité. Donc, pour sortir Père riche, Père pauvre qui est un livre sur la comptabilité, est le meilleur livre de finances personnelles de tous les temps. Ça devait être intéressant. Ça a permis de vendre le jeu Cashflow. Et aujourd'hui, il y a des milliers de clubs Cashflow dans le monde. La mission était de faire que les gens enseignent à d'autres que vous pouvez contourner le système scolaire. Car le système scolaire ne vous apprendra jamais rien sur l'argent. Le système scolaire est fait pour vous apprendre à être un employé, ce qui est important. Un docteur, un avocat, un spécialiste. Mais jamais sur l'argent. Une fois que je serai suffisamment vieux, que je serai à la retraite, que je serai riche et que je serai confortable. C'était une sorte de conscience sociale. Je devais partager ce que je sais. C'est pourquoi ça a pris jusqu'à 1996 avant que le jeu Cashflow puisse sortir. Car comme ça je pouvais voir le crash de 1998 arriver. Et Père riche, Père pauvre est sorti en 97. Il s'est avéré que tous les éditeurs m'ont refusé. Ils me disaient que je ne savais pas de quoi je parlais. Car je disais que ceux qui font des économies sont des losers, votre maison n'est pas un actif, et les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les éditeurs sont comme mon père, des superstars académiques. Ce sont les meilleurs de l'école. Et ils ont refusé le livre. En faisant de l'auto-publication, et beaucoup de compagnies de marketing de réseau ont pris le livre, comme Amway et d'autres. Ils ont pris le livre pour aider au recrutement, car ça parle d'indépendance financière. Ils font la même chose que moi. Puis, Oprah m'a appelé en 2000. Grâce à Oprah, je suis passé de l'obscurité à mondialement connu en une nuit, en 2000. Le livre a fait partie des meilleures ventes du New York Times pendant 7 ans, jusqu'à ce que le New York Times le retire. Ils ont dit que ça avait assez duré. Mais comme vous le savez, la plupart des gens dans le domaine de l'édition ou du journalisme sont de l'autre côté de la médaille du capitalisme. Vous savez. Alors, ils n'aiment pas ceux qui font de l'argent. C'est comme mon côté père pauvre. Voici l'histoire, et je joue au Monopoly dans la vie réelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un travail. Je n'ai pas de retraite. Je ne veux pas que le gouvernement s'occupe de moi, mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner. Et c'est ce que mon père riche a fait pour moi. Vous avez dit que le livre était sur la comptabilité, et c'est un excellent livre sur la comptabilité car ça la rend compréhensible. J'ai pris la comptabilité en école de business, et je vois ce que vous voulez dire. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux, mais c'est aussi un livre au sujet de vos propres peurs. Je pense que c'est pourquoi ça résonne avec les gens. Vous leur dites les choses et ils savent que c'est vrai. Ils savent en se regardant dans le miroir qu'ils ne font pas les bons choix. Ils ne sont pas disciplinés, ils font les mauvaises choses et ils savent qu'ils ne sont pas heureux. Ils auront peur toute leur vie en attendant la prochaine paye. Et on peut le comprendre, vous savez. Nous avons tous des peurs. Pour dire la vérité, nous avons tous des peurs. La différence, c'est comment vous les gérez. Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Mais le savoir décuple l'imagination. La chose dont les gens manquent, c'est d'éducation financière. Comme la comptabilité, les dettes, les taxes. Vous devez connaître ces choses-là. Mais ils ne l'enseignent pas à l'école, à personne. Donc, quand les gens me demandent,
Comment votre père riche a-t-il appris cela? Alors que votre père pauvre, avec un doctorat, ne l'a pas appris. La réponse est simple, mon père riche n'était pas un ami de mon père pauvre. Son père est mort quand il avait 13 ans. Mon père riche s'est retrouvé avec ce business de famille à s'occuper à l'âge de 13 ans. Il a quitté l'école, ce qui fut sa bénédiction. Il y a des bénédictions. Parfois, une bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction, mais elle finit par en être une. Ses enseignants sont devenus son comptable, son avocat, son banquier, ses agents immobiliers. Il a donc eu ce que j'appelle de vrais enseignants. Pas ces faux enseignants de l'école. La plupart des enseignants de l'école n'ont aucune éthique. Ils enseignent des sujets qu'ils ne mettent pas en application eux-mêmes. J'ai eu le même problème dans mon école de commerce. Je me suis disputé avec mon professeur de marketing car il n'avait pas de business. Puis je me suis disputé avec un professeur de comptabilité car le professeur de comptabilité ne connaissait pas la comptabilité. J'en savais plus que lui sur la comptabilité car j'avais tenu des livres de comptes pour les compagnies de mon père riche. Alors, je ne suis pas un comptable, mais je comprends la comptabilité. Ça a marqué la fin de mes années d'études car j'ai compris ce qu'était un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail et qui enseignera n'importe quoi. Ils enseigneront comment faire briller vos chaussures si vous leur donnez plus d'argent. Mais ils ne connaissent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Par exemple, mon professeur de calcul qui a fait l'école militaire à New York. J'ai demandé au professeur. Je suis dans ma 3e année de calcul maintenant. Le cours s'intitulait La résistance des matériaux. Je lui dis, est-ce que je vais vraiment utiliser ça un jour? Il me dit, non. Pourquoi l'enseignez-vous alors? Il me dit, pour être payé. Est-ce que vous l'utilisez au moins? Il répond, non. C'est pourquoi, une des choses à faire dans la vie, ce que je suggère aux gens, c'est de trouver un vrai enseignant contrairement à un faux enseignant. Un faux professeur est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur est quelqu'un qui fait ce qu'il enseigne tous les jours. Mon comptable et mon avocat font cela tous les jours. C'est comme ça que j'ai appris, car chaque jour je résous des problèmes dans mon business. J'ai des comptables, des avocats, des banquiers et tout le reste en numérotation abrégée, car je résous des problèmes avec mon équipe. C'est comme ça que je suis devenu intelligent. Comment vous sentez-vous 21 ans plus tard après que le livre a été publié? L'information est plus que jamais accessible. Nous avons YouTube, Internet, et tout le reste. Est-ce que les gens sont mieux éduqués financièrement? Non. C'est encore pire. Je veux dire, j'ai une émission de radio Père riche demain, et j'interviewe cette équipe, ce sont des psychiatres scolaires. Leur livre s'intitule « Dorloter l'esprit américain ». Ils parlent de la façon dont notre système scolaire affaiblit nos étudiants. À l'école, ils ont quelque chose appelé l'effet de déclencheur du doute. En tant que professeur, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit qui énerverait l'étudiant. Il ne faut rien qui puisse ébranler leur point de vue. Alors, si j'allais à l'école, je me ferais jeter dehors. Car je serais une menace. Pour moi, l'école est supposée vous ouvrir les yeux et votre esprit à de nouvelles idées. Mais aujourd'hui, c'est hors du système. Tout le monde doit rester politiquement correct, et ça nous tue. Ça tue le cerveau de nos enfants qui régressent. Mais dans leur tête, ils sont plus éclairés. C'est peut-être le cas. Mais si je n'avais pas été confronté à des idées qui m'avaient bousculé, je n'aurais jamais rien appris de nouveau. Et les mécanismes déclencheurs comme ceux-ci, ils ne vous laissent plus avoir des cacahuètes dorénavant. Ils ont découvert que si vous empêchiez un enfant d'avoir des cacahuètes, sa propension à avoir une allergie augmente. Alors c'est fini Charlie, tu n'auras plus de cacahuètes. 17% découvriront qu'ils sont allergiques aux cacahuètes. Mais si vous donniez des cacahuètes aux enfants, seulement 3% d'entre eux y seront allergiques. C'est un peu une métaphore pour le livre. Il dit que l'école rend nos enfants plus faibles.